RC Aventure, toujours à la pointe de la technologie, perforant le ciel avec ma langue. Je détruis l'atmosphère pour en faire une atmosphère martienne pleine de poussière et pleine de cochonneries que va faire que l'eau va s'évaporer et que va faire que la gravité va s'éteindre et que nous allons partir balader dans l'espace. C'est peut-être le meilleur moyen comment on appelle ça, de voyager, hein, ça se trouve, hein. Bon, sur ces traits de débilité, on va passer à quelque chose de sérieux. Petit tutoriel informatif, enfin, pas vraiment un tutoriel, mais une piste. Et je vais vous expliquer pourquoi ne pas acheter un RTR en piste. Un RTR en piste, surtout, surtout un dixième, parce qu'un dixième c'est plus sensible que les autres échelles, enfin que les échelles plus grosses. On va parler déjà, souvent en RTR en piste, tu as une jolie carrosserie, mais est-ce qu'elle fonctionne au niveau aérodynamique? Pas sûr. Voilà, déjà, première chose. Après, tu as des jolis petits trous, magnifiques, splendides, superbes. Est-ce qu'elle marche? Pas sûr non plus. Donc déjà, ça fait déjà deux choses que tu n'es pas sûr trop que ça va marcher. Voilà. Bon, après, ta belle carreau, tu peux la garder de toute façon pour l'exposer sur ta cheminée si tu veux, mais c'est des détails qui sont quand même importants. On a beaucoup de choses qui sont super importantes en piste, surtout si on veut rouler vite. Si on veut aller vite, on a besoin de choses que souvent dans les RTR, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et c'est problématique parce que après, on va stagner et on va faire des erreurs de pilotage alors qu'on ne veut pas en faire. C'est plus dépendant du matériel embarqué que de nous. Voilà. Alors, on va commencer par la télécommande. Les télécommandes RTR permettent pas déjà le dual rate. Donc, le dual rate ne permet pas les pas. Donc, vous ne pouvez pas régler indépendamment la droite de la gauche. C'est un problème parce que si vous avez par exemple 28 degrés à gauche et 35 à droite, vous n'aurez pas du tout la même sensibilité d'un côté que de l'autre. Voilà. Ça, c'est un problème de base déjà. Deuxième chose, si vous n'avez pas une télécommande qui gère le dual rate, quand vous avez décalé votre nœud sur votre cerveau, d'accord? On est d'accord, le chemin de votre cerveau, c'est ça. D'accord? C'est de gauche à droite, d'accord? Je matérialise par une bande, hein, c'est plus simple. Voilà. Quand tu es au neutre, ton trim, il est là au milieu, d'accord? Dès que tu déplaces ton trim, en fait, il ne fait que déplacer son point de neutre. C'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas te retrouver à la partie droite plus grande et la partie gauche plus petite. Donc, moins de débattement à droite qu'à gauche. Voilà. Ça, c'est le problème du trip. C'est pour ça qu'il faut le dual rate. C'est que le dual rate, lui, quand tu déplaces ton neutre, tu déplaces toute ta bande. Voilà. Et tu restes au centre. Ok? Donc ça, si tu n'as pas, ça coince. Si après, tu n'as pas les pas, EPA, c'est quoi? Ça te permet de régler ta course à droite et ta course à gauche. Il faut savoir que ton cerveau, il a un mouvement circulaire. Et de ce mouvement circulaire, il passe une pilette qui va donner encore un mouvement circulaire et machin. Donc ça fait que d'origine, de base, vu le fonctionnement et l'architecture du truc, tu auras forcément un côté qui va tourner plus qu'un côté qui va tourner moins. Voilà. Si tu gardes exactement la même distance de côté. Donc tu es obligé de régler indépendamment la gauche de la droite et pour avoir exactement le même angle de direction à gauche à droite. Pourquoi? Parce qu'après, tu vas te retrouver avec un véhicule qui tourne plus à droite qu'à gauche. Voilà. Plus à droite qu'à gauche, je veux dire. Qui est plus précis à droite qu'à gauche, voilà. Et ça, c'est mauvais à grande vitesse, où dès que tu vas pouvoir tourner, ça coince un peu. Tu auras besoin aussi d'expo. Exponentielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu retardes, en fait. Tu peux retarder en mettant moins, tu retardes un peu le départ, par exemple, de ton moteur. Tu peux retarder un peu la réaction de ton cerveau de direction aussi. Ça peut être un plus dès que le circuit est glissant. Ok? Dès que le circuit va être glissant, tu as besoin de retarder légèrement. Voilà, bon, on joue généralement dans les 5 à moins 15 quoi, maximum. On va pas mettre du moins 40, c'est clair. À moins que ce soit hyper glissant sur l'accélérateur par exemple. Mais il faut savoir que ça vous donnera la première partie de l'enfoncement de la gâchette plus précise et la dernière partie va rattraper le reste. Donc c'est-à-dire qu'elle sera moins précise. Voilà, donc souvent en fin d'accélération, on n'a pas besoin de trop de précision parce qu'on a déjà beaucoup de vitesse, on veut juste mettre un peu plus, quoi. Voilà, donc c'est surtout la première partie qui demande à être précise parce que par moment on a besoin que ce soit, quand ça glisse, de bien calibrer son accélération. Voilà. Après, et c'est pareil pour la direction, on a besoin que ce soit plus précis sur les petits endroits et ça rendra la voiture un peu moins
un peu agressive, si tu veux, dans sa direction en mettant un peu d'exponentielle. Voilà, c'est du l'ordre de -5, -8, hein, pas beaucoup plus. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut à tout prix qu'il y ait ça, minimum. Voilà, grosso modo, les réglages dont tu as besoin. Après, le gyroscope étant interdit, le gyroscope est à double tranchant. Le gyroscope va compenser quand tu glisses, mais va te bousiller un peu aussi comment on appelle ça, ton pilotage, parce que tu vas devoir... de toute façon, c'est interdit en compétition, mais bon, c'est pas bon de passer de rouler en gyroscope. C'est pas... En fait, il faut vraiment que ça glisse beaucoup. Après, ça c'est le problème du RTR. T'as jamais une radio qui est comme ça. T'as pas ce genre de réglage dessus. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi il ne faut pas acheter un RTR? Parce que souvent dans les châssis RTR qui sont montés, tu as souvent un moteur. Un moteur qui est bien, si tu veux, c'est très, très bien, mais qui ne correspond pas forcément au châssis lui-même. À ce que peut supporter le châssis, soit c'est trop puissant, soit c'est pas assez puissant, soit c'est... voilà. C'est toujours un moteur que tu vas finir de toute façon par changer, parce que soit celui de base est trop lent, donc tu vas vouloir te faire un peu plus plaisir, donc tu changeras de toute façon. Soit c'est trop rapide et il arrache tout, donc c'est qu'il est mal calibré, mais c'est plutôt trop lent que trop rapide. Voilà. Déjà ça. Après, en plus, si tu fais de la compétition ou si tu veux t'amuser, bah, il y a plus ou moins des normes à respecter de puissance. Ça sert à rien de mettre dans ce genre de véhicule du 6000 kV, du 4S. Ça sert à rien, même du 3S, ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? À part pour faire des speedruns sur le parking, oui, c'est cool, mais enfin bon, ça s'arrête là. C'est que c'est pas contrôlable. La voiture n'arrive pas à... T'as rien à faire, quoi. Et c'est pas le but. Le but, c'est que tu la places là où il faut et que tu prennes tes appuis correctement. C'est ça le but. Après, le problème encore derrière RTR, c'est non seulement tu vas avoir un cerveau d'origine qui est très 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 souvent trop long. Te mettre du 0,15 secondes, 0,16 secondes. Alors autant sur un Skycrawler ça te fait, autant sur une piste c'est trop lent. Ça ne réagit pas. Tu dois compenser, rattraper ton truc, mais c'est déjà trop tard. Tu es déjà parti en vrille. Voilà, tu n'arriveras pas à rattraper ton truc. Voilà, c'est pour te donner un exemple. Après, le RTR pose plein de problèmes. Parce que souvent dans les RTR, tu as le montage qui est perfectible. C'est-à-dire, tu ne trouves pas avec la graisse que tu veux à l'arrière, tu ne trouves pas la graisse que tu veux devant, ou une spoule à l'avant. Tu te trouves avec un espèce de truc bâtard au milieu. Pareil pour les huiles d'amortisseur, c'est rempli en machine et c'est pas forcément rempli comme il faut. C'est pas forcément rempli avec des huiles correctes. C'est-à-dire que souvent sur un RTR, tu as les mêmes huiles partout parce qu'ils achètent les amortisseurs soit pleins et ils les posent partout. Et ça, c'est mauvais. Il te faut une huile plus dure à l'avant qu'à l'arrière. C'est toujours comme ça. Pour que la voiture soit un peu soulireuse. Et puis parce qu'il y a plus d'appui et de contrainte à l'avant. Donc ça change pas. Pareil pour les graisses de diff. T'as pas de spool, ok, pas grave, mais la graisse de diff doit toujours être plus fluide à l'arrière qu'à l'avant. À l'avant, elle doit être beaucoup plus dure, voire tu mets une spool. Voilà. Mais sur les RTR, rarement, t'as rarement ce genre de réglage. Voilà. Donc c'est un peu le piège du RTR, c'est que du coup, ça va te recoûter derrière tout le matos que tu as acheté avec. C'est-à-dire la radio pour commencer. Une chose importante sur la radio, il y a très peu d'informations là-dessus, mais sur tout simplement comment ça s'appelle? La radio sur le temps de réaction entre le récepteur et le variateur et l'émetteur. Ça, on trouve très très peu d'informations dessus, c'est assez compliqué à en trouver. Mais par exemple, une télécommande comme la FlySky que j'ai, on est à 0,19 secondes, enfin 0,19 centièmes je crois. Sur la fût à bas, on est à 0,6. D'accord? Ce qui est quand même une différence absolue. Si tu dois contrôler ta voiture, tu dois pouvoir la contrôler tout de suite. C'est-à-dire qu'elle doit être dans ta main. Et c'est important d'avoir une radio de ce nom, parce que la communication entre le récepteur et le variateur, c'est le clé de voûte. Tout est là, quoi. Tout est là, mais personne n'en parle. Enfin, très peu de chaînes en parlent.
Pour ça, je conseille toujours Futaba, même la PV3, qui est pas très chère. Elle vaut un peu plus de 100 euros, 120 euros, mais fonctionne super bien. Ou chez Sanois. Et après, c'est 200-250 euros. Et ça, tu trouves pas sur les RTR. Tu trouves pas ce genre de choses. Moi, j'ai roulé vous avez vu les vidéos qu'il y a. J'ai roulé avec la, comment elle s'appelle, c'était la Skyfly. C'était une catastrophe parce que déjà le temps de réaction est trop long. J'ai pas le bon moteur, un moteur trop puissant. J'avais le châssis en plastique, enfin, j'avais rien calé, quoi. Les amortisseurs en plastique qui fuient, enfin bon. Grosso modo, t'as rien qui colle sur ce que tu as besoin. C'est pour ça que je finis dernier. De toute façon, c'était pas le but. Ça m'intéressait pas de finir. Enfin, j'aurais aimé monter au moins 2-3 places, mais j'ai pas réussi. Pourquoi? Parce que la voiture était très difficile à piloter. Elle était trop sauvage et elle était trop sauvage parce que justement, il n'y avait pas du tout la configuration qu'il fallait. C'est un peu ce que tu vas retrouver sur un RT1, c'est que tu n'auras pas la bonne configuration. En plus, sur les RT1, souvent, pas tous, mais certains RT1, tu n'as même pas les réglages. Comme on trouve ça chez Kyosho Phaser 2, qui peut-être qu'il a certains réglages, mais pas tous. Il y a la Tamiya d'origine, tu n'as pas de réglage possible. Tu en as aussi 2-3 comme ça qui marquent, qui font des RTR comme ça, et qui n'ont pas vraiment des réglages intéressants à faire. Après, comment dire, et ce qui fait surtout que tu vas pas bien, c'est toutes ces choses-là. C'est multiples de choses qui font que ta voiture marche pas bien. C'est le fait que tu peux pas régler ta voiture, ta hauteur. Par exemple, si tu n'as pas d'amortisseur à molette, comme ça, tu peux régler au millimètre près. Si tu mets des cales, déjà c'est compliqué de répartir tes masses gauche-droite, par exemple. Tu vois, on est parti sur beaucoup de choses comme ça qui sont compliquées. Et du coup, ce sont des choses super importantes. Parce que ta voiture doit fonctionner. Et il faut qu'elle fonctionne. Après, il y a par exemple là-dessus les réglages de barres anti-roulis qui sont super importantes. Les barres anti-roulis doivent se déclencher en même temps d'un côté et de l'autre. Sinon, ça ne marche pas bien. Eh ben, ça, à régler avec ces trucs-là, c'est la galère, quoi. Il y a des systèmes beaucoup plus pratiques pour le faire chez Serpent ou chez d'autres marques, comme X-Ray, où tu as juste une molette à faire bouger, voilà. Ce sont des exemples, mais en fait, le RTR n'est pas la bonne solution pour la piste. Je maintiens ça dessus. Et la radio, faut mettre putain de prix dans la radio, quoi. C'est primordial. Primordial. Sinon, je voulais parler d'autre chose aussi, et ça ne me revient plus en tête. Mais ça va revenir. C'est session piste. La prochaine course, en fait, c'est le 18 janvier, donc il n'y aura rien de piste jusque-là. J'ai bazardé mes vidéos rapidement sur YouTube. Pas que je veux faire de la vue, je m'en fous, mais c'était pour les stocker parce que je ne voulais pas sur mon téléphone. Ça me permet de les retrouver facilement aussi. C'est aussi une solution de stockage, pour moi ça. Je vais bientôt avoir un nouveau châssis piste. Je vous ferai une présentation qui sera beaucoup plus efficace que ça. Et il y a aussi une chose qui reste toujours pareil, c'est le poids et le centre de gravité. Voilà. C'est que votre centre de gravité doit être bas, le plus bas possible. Et Carten n'a pas la meilleure configuration pour offrir le centre de gravité le plus bas. Après, en électrique, si vous voulez repartir vite, sur du 1/10, il ne faut pas la configuration cardan. J'ai un cardan au milieu, d'accord, sur un Carten. C'est ce qu'on retrouve à un 1/8. Ça me rajoute 2 roulements ici, 4 roulements, et ça me rajoute des renvois coniques, d'accord, par rapport à un système à courroie qui lui est direct. Et une accélération bien meilleure, bien moins de pertes au niveau, comment on appelle ça, au niveau force et tout ça. Donc ça, à cette échelle-là, c'est super important aussi. Un châssis léger, bien sûr, on s'entend, c'est évident. Après, une chose, c'est qu'il faut qu'il plonge un peu en avant votre châssis. C'est vraiment 4 mm à l'avant et 5 mm de haut. C'est assez compliqué à régler sur ce genre de châssis, même sur celui-là, que ce soit bien... On arrive à quelque chose, mais pas super la classe, quoi. Après,
Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire, quoi. C'est grosso modo, en RTR, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup d'acheter. J'irai au minimum acheter celui-là, quoi. Et vous allez vous amuser. Après, la Carten en roller, je dirais que ça va encore, mais c'est pas non plus. C'est parce que j'ai beaucoup bricolé dedans que j'arrive à peu près à faire quelque chose avec. Mais sinon, c'est pas l'idéal, hein. C'est pas du tout le plus, le plus qualitatif, voilà, que vous pourrez trouver. Après, il y a chez Serpent, il y a Timasso, il y en a plein qui font des MST, tout ça, qui font des châssis comme ça, et qui sont bien mieux montés comme ça. Après, vous voyez, ça prend du jeu quand même, hein, malgré ça. Et puis les roues, acheter du Coralie ou acheter du RST, vous en avez aussi. Mais des roues de compète, les roues de compète, elles sont vraiment adaptées pour vraiment accrocher au sol. Moi, j'en ai beaucoup. Parce que j'en récupère des copains qui roulent deux compètes avec, qui sont au très, très bon niveau, hein. Moi, j'en suis pas là. Et qui ont des bonnes roues et qui, eux, ben, en fait, les caissons de course, ils bazardent, quoi. Moi, non, je bazarde pas du tout. Moi, je roule plus tranquille, donc voilà, je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose de plus, beaucoup plus efficace. Et puis, j'ai pas envie de mettre fortune dans des trains de. Je vous souhaite une bonne soirée, c'est tout ce que je voulais vous expliquer. Achetez pas un RTR. Si vous avez besoin de conseils, que vous voulez vous lancer la piste, bah, demandez-moi, j'essaierai de vous répondre sur quoi vous pouvez partir. Mais honnêtement, partez la Captain, très bien. Mettez un 17 tours 5. 17 tours 5, allez voir. On peut mettre un 13,5 si vous avez envie, et c'est beaucoup. 13,5. Mais 17 tours 5, c'est déjà très bien. Il faut que votre moteur soit aussi sensorisé, c'est-à-dire qu'il ait le cap supplémentaire. Ça permet d'avoir une accélération linéaire. C'est-à-dire que s'il n'est pas sensor machin, il se perd. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément toujours la même accélération et pas la même précision. C'est super important. Voilà, après, vous pouvez acheter un combo U-Stock, c'est pas si cher que ça, c'est 17 tours 5, suffisamment puissant. Pour ce genre de machine, c'est parfait, quoi. Il n'y a pas besoin de monter à trop. Trop, après, vous allez vous perdre. Vous allez perdre, vous allez essayer de faire que des speedruns, vous n'allez pas réussir à le maîtriser en tournant, vous n'allez pas maîtriser ses appuis, vous n'allez pas maîtriser les changements d'appui, vous n'allez pas maîtriser les freinages, quoi. Bon, après c'est rigolo, mais bon, c'est rigolo 5 minutes, quoi. Bon allez, sur ce, ciao, ciao.